Yo. Bonjour. Hey, nous voilà de retour pour la partie 3. Bref, rien de nouveau concernant le concept de cette troisième vidéo. Vu que c'est la partie 3, on va se concentrer sur le troisième palier de l'iceberg. Donc encore, si vous n'avez pas vu les deux parties précédentes, je vous invite à le faire. Avant de commencer, je suis obligé de mentionner le disclaimer habituel. Cette vidéo va parler de trucs assez chelous jusqu'à des trucs vraiment sérieux et graves. Donc si vous êtes sensible à ce genre de sujet, je vous invite à ne pas regarder les parties incluses dans les timecodes que j'aurai placés dans la description. Sur ce, je vais pas passer encore 15 minutes sur l'intro, let's go pour la partie 3 de l'ultime iceberg de l'internet. Palier numéro 3, connaisseur. Ces entrées ont fait surface à un moment donné. Les gens se trouvant sur ce palier follow souvent des subreddits, sont soit des tweetos ou vont sur YouTube. Ils sont au courant des trends et des mèmes qui vont et viennent. Cependant, étant curieux dans le domaine, ils pourraient s'intéresser davantage aux entrées plus obscures des paliers inférieurs. Vaporwave. La Vaporwave est un style esthétique et musical qui se développa dans les années 2010 et qui fut largement inspiré par la pop culture des années 1970, 80 et 90. Le style Vaporwave est réputé pour l'utilisation de couleurs généralement vives, ainsi que l'utilisation de caractères japonais et la représentation de marques populaires telles que Pepsi, Microsoft ou encore Apple. Le style musical Vaporwave, quant à lui, est principalement électronique avec un rythme relativement lent et relaxant pour la plupart du temps, utilisant plusieurs samples en les ralentissant ou alors en les déformant. Trends 009. Ok, alors, Trends 009 fait référence au nom de scène d'Alexander Pearls, un artiste musical électro qui publia entre les années 2000 et 2010 des musiques libres d'utilisation à des fins non commerciales. Ce qui signifie que ces musiques étaient absolument omniprésentes sur YouTube durant la fin des années 2000. Ses deux plus grands succès furent With a Spirit et surtout Dreamscape, qui fut utilisé par absolument tout le monde durant l'année 2009 sur YouTube. Et je sais pas pourquoi, mais ces musiques me faisaient super peur quand j'étais petit. Cicada 3301. Cicada 3301 était une série d'énigmes sur internet qui apparut entre 2012 et 2014. La première édition d'énigmes furent dévoilées sur le board B pour random de 4chan, avec une image noire, simple, ayant juste du texte en blanc. Bonjour, nous cherchons des individus très intelligents. Pour les trouver, nous avons conçu un test. Un message se cache sur cette image. Trouvez-le, et il vous mènera sur la voie pour nous trouver. Nous sommes impatients de rencontrer les quelques personnes qui réussiront à faire le chemin jusqu'à nous. Bonne chance. 3301. Très vite, des gens ont commencé à creuser cette énigme, et une série de puzzles successifs s'ouvrirent à eux. Des puzzles allant jusqu'à la traduction de texte en utilisant le code César par décalage de 4, ce qui signifie qu'il faut remplacer une lettre par la 4e lettre de l'alphabet la suivant afin de donner un code. Jusqu'à l'utilisation même d'un numéro de téléphone donné via des énigmes. La première énigme conduira jusqu'à des coordonnées GPS de villes où se trouvaient des affiches Cicada contenant des QR codes permettant de révéler d'autres énigmes. En bref, c'était un bail assez poussé. Après un moment, un petit groupe d'une vingtaine de personnes furent déclarés comme gagnants et l'énigme fut fermée. L'année suivante, Cicada revint pour une deuxième vague d'énigmes et continua en 2014 pour une troisième vague. La troisième vague comportait notamment un livre écrit par l'organisation Cicada et entièrement écrit en runes nordiques. Cette énigme est tellement complexe qu'à ce jour, elle est encore un mystère. Depuis 2014, l'organisation Cicada est restée silencieuse, avec quelques apparitions par-ci par-là, mais sans plus. L'origine de l'organisation prête encore aujourd'hui à débat et de nombreuses théories virent le jour. Certains disaient que Cicada était à l'origine d'une organisation secrète cherchant la domination mondiale, alors que d'autres disaient que Cicada était le fruit de services de renseignement à travers le monde tels que le MI6 ou encore le CIA. Mais la véritable origine de Cicada est certainement moins épique. Certains supposés gagnants de la première série dirent qu'ils furent invités via leur boîte mail à un forum sur le Darknet, où ils pouvaient discuter avec des membres de l'organisation et avec d'autres vainqueurs. L'idée de l'organisation était de promouvoir la sphère privée en développant des logiciels et applications pour lutter contre le partage de données et pour assurer l'intimité sur Internet. Cicada aurait été créé par un groupe d'amis partageant les mêmes idées concernant les idéaux cités auparavant, mais aurait petit à petit grandi pour devenir un groupe décentralisé et international. Bref, tout ce genre d'informations est à prendre avec des pincettes car il est presque impossible de séparer le vrai du faux concernant ces témoignages de vainqueurs. Une chose est claire cependant, Cicada s'est tapis dans l'ombre depuis plusieurs années maintenant. Et nul ne sait si l'organisation va revenir. Ou quand l'organisation va revenir. Mariana's Web. Mariana's Web, ou le web des Mariannes, fait référence au fait qu'il existerait un web encore plus profond que le Deep Web, faisant donc référence à la fosse des Mariannes. Le moyen d'accéder à ce web ultra profond n'est pas super clair, car il nécessiterait un niveau super élevé dans l'informatique, voire même l'informatique quantique pour y accéder. Quant à ce qu'on y trouve, c'est pas non plus super clair. On pourrait y trouver toutes sortes de secrets gouvernementaux, jusqu'à même les secrets de l'univers. Ouais, rien que ça. On pourrait aussi y trouver la localisation de l'Atlantide,
bien même des anciens tests de Nikola Tesla pour produire des machines qui permettraient de s'autosuffire en électricité de manière infinie. Enfin bref, c'est des trucs à la Rick et Morty quoi. Boxy. Boxy est le pseudonyme de Catherine Wayne, une ancienne star de l'internet qui fut connue pour 3 vidéos qu'elle uploada sur YouTube en 2008. Boxy était particulièrement connue sur ses vidéos pour sa nature énergétique et sa manière distincte de parler. Okay, hi. So, my name is Boxy, and it's been a while since I made a new video. Petit à petit, Boxy se mit à apparaître un peu partout sur le web de l'époque jusqu'à fatalement arriver sur 4chan, arrivée qui causa rapidement une guerre d'opinion sur ceux qui aimaient Boxy et ceux qui la détestaient. Bref, littéralement... All women are queens. If she breathes, she's of God! Par la suite, Boxy s'est fait hack son compte sur YouTube avant d'en créer un deuxième, qui à son tour sera hack. En 2011, Boxy créera un troisième compte YouTube qui, encore une fois, sera hack. Depuis, Boxy est un peu passé sous les radars et apparaît de manière relativement subtile à quelques occasions, mais sans plus. Username 666. Username 666 est un creepypasta assez célèbre qui fit le buzz en 2008 et qui fut uploadé par Nana8225763, personnalité YouTube japonaise particulièrement réputée pour ses œuvres creepy. La vidéo mettait en scène une personne essayant d'accéder à YouTube mais en plaçant dans l'URL le nombre 666 avant de rafraîchir la page plusieurs fois. À force de rafraîchir la page, une version distort de YouTube se mit à apparaître donnant naissance à un nightmare fuel absolu qui ne manqua pas de traumatiser une grande partie des gens regardant ces vidéos back en 2008. Mais le truc vraiment chelou à l'époque c'était que si on essayait de refaire l'expérience, on serait redirigé sur une page disant que l'utilisateur fut terminé après avoir enfreint plusieurs règles de YouTube. Donc sous-entendant qu'un compte 666 a réellement existé à un moment donné. Ouais, là c'est chaud. Bon, maintenant si on essaye d'accéder à l'utilisateur 666 via l'URL, on est redirigé vers une erreur 404 avec un manqué. Twitch Booster. Bon, j'ai pas grand chose à dire concernant cette entrée, si ce n'est le fait que c'est juste un site internet qui permettrait d'acheter des bots pour booster sa chaîne ou ses live Twitch. En fait, non. Yo, c'est le moi du futur qui est en train de faire le montage. Alors en vrai, ce que je m'étais pas rendu compte lors de la première écriture du script, c'était que l'entrée Twitch Booster ne fait pas forcément référence à seulement la panoplie de sites vendant des bots pour booster les streams. L'entrée Twitch Booster peut également faire référence au virus Twitch Booster ou Twitch Plus, aussi appelé le virus Issou. Il s'agit en fait d'un virus envoyé par un des viewers d'un live qui le fait passer pour un logiciel booster de FPS afin d'améliorer la qualité du stream. Bien entendu, ça n'est rien de tout ça, il s'agit en fait d'un virus bien vénère c'est mort, venant au passage du 1825 de jeuxvideo.com, qui défonce l'ordinateur du streamer avec des bruits bien chiants du style « Coucou, je suis juste la petite voix qui te dit que le 1825 vient de détruire ton PC et ce, à tout jamais. Amuse-toi bien à le reparer fils de viol, très content. » Et le tout avec la spéciale mixtape Risitas que vous entendez actuellement en arrière-plan. Enfin bref, la morale de l'histoire c'est... Bah je sais pas. Vous voyez c'est que... Oh putain la vache, c'est quoi ce bordel? Putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous avez fait à mon PC, bordel? Chip-chan. Chip-chan est le pseudonyme donné à une femme coréenne dont on ne connaît pas le vrai nom. Chip-chan faisait depuis 2008 de longs lives sur sa vie quotidienne, lives qui étaient broadcastés via 3 webcams placées dans son appartement. Elle ne sortait peu de chez elle, et elle écrivait des fois sur des pancartes afin de communiquer avec les viewers. Rapidement, elle se créa une communauté de viewers qui alertait si Chip-chan faisait quelque chose d'anormal. Selon ses dires, Chip-chan serait séquestré depuis 1999 par un agent de police sud-coréen qu'elle appellerait Pi, qui l'aurait enfermé dans son appartement afin de profiter de son héritage légué par ses parents qui sont décédés. De plus, et toujours selon ses dires, Pi contrôlerait l'esprit de Chip-chan via une puce intégrée en elle, puce en quoi elle reconnaît la marque de la bête. Bref, c'est Space. L'appartement de Chip-chan fut localisé une fois par un groupe d'internautes après s'être aidé de photos publiées par Chip-chan en personne depuis son habitat. Face à quoi, Chip-chan déménagea vers une autre habitation. Ouais, vous avez géré sur ce coup les gars. Chip-chan a disparu des radars depuis mars 2020, ce qui nous laisse supposer que soit elle est en train de recevoir l'aide qui lui est requise, soit le pire lui est arrivé.
4chan Knowledge Charts. Ok, alors là je suis moyen sûr de cette entrée, mais je suppose qu'il s'agirait d'une référence à la série de graphiques postée sur le board de littérature de 4chan. Autrement, l'autre théorie serait que cette entrée fait référence au fait qu'il existerait différents niveaux d'utilisateurs de 4chan, allant des noobs aux plus expérimentés. Bref, n'utilisant pas 4chan personnellement, je peux pas vraiment être sûr de quoi ça fait référence. Yay Video Games. Le cas de Yay Video Games est particulièrement triste. Yay Video Games était un membre de Reddit qui postait de manière régulière sur des subreddits liés aux jeux vidéo dans les années 2010. Cependant, Yay Video Games se mit à faire le buzz pour certaines de ses réponses un peu cheloues. En effet, sans aucune raison, Yay Video Games se mit à faire des commentaires de plus en plus chelous au fil du temps, souvent des commentaires dépourvus de sens, sa phrase « Ubisoft goes Steamworks bye bye, always on DRM », Ubisoft dit Steamworks bye bye, toujours sur le DRM, devenant un mème sur Reddit. Le cas de Yay Video Games serait en fait le témoignage de la descente à la folie d'un individu. L'histoire de Yay Video Games est très complexe, et si elle vous intéresse, je vous renvoie vers une vidéo de Nexpo qui a fait un travail intéressant sur le sujet. La vidéo est en anglais par contre. Alicia. Alicia est le nom donné à un live retrouvé sur le Deep Web. Il s'agit d'une Red Room, pour ceux ayant sauté l'épisode 2, une Red Room est dans le jargon un live internet dans lequel les viewers peuvent contrôler la manière dont une victime y sera torturée. Si on se connectait sur le site, on était accueilli par une interface écrite en rouge sur fond noir, montrant le titre du live, Alicia donc, ainsi que par des écritures en portugais et un compte à rebours. Très rapidement, ce site relativement étrange attira l'attention de pas mal de gens et lorsque le compte à rebours atteignit 0, pas de live stream. Enfin, pas exactement. Lorsque le compte à rebours fut terminé, l'interface ne changea pas, et les seules choses qui se passèrent furent des bruits chelous par-ci par-là, brisant le silence. Voici quelques extraits. Bon, alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit lors de l'épisode 2. C'est du bullshit. Aussi loin que je sache, Alicia n'est qu'une creepypasta. L'entièreté de ce qu'on appelle des Red Rooms trouvés sur le Spoopy Deep Web ne sont que des hoax et rien de plus. Soit elles ont été faites pour arnaquer des couillons, soit elles ont juste été faites pour le lol. Attention, cependant, prenez tout ce que je dis avec des pincettes. Moi-même n'ayant jamais été sur le Darknet, bien fort heureusement d'ailleurs, je n'ai de loin pas la science infuse. Et je ne serais pas du tout surpris de savoir qu'il y aurait eu un jour une véritable Red Room ayant existé quelque part sur le Darknet à un moment donné. Mais dès qu'une soi-disant Red Room commence à faire sensation, comme Alicia donc, vous pouvez être presque certain qu'il s'agit d'une hoax. Je profite de l'occasion pour aussi caser dans cette entrée la qui, à l'instar d'Alicia, était une Red Room entre 8 guillemets, avec un compte à rebours et expliquant qu'il s'agissait d'un live dans lequel un ancien membre de Twitch ayant été fait prisonnier allait se faire torturer une fois le compte à rebours terminé. Lorsque le décompte fut terminé, on ne fut pas cette fois-ci accueilli par un fond noir avec des bruits chelous, mais bien par un live montrant un homme avec un sac sur la tête, recevant du bacon sur la gueule. Bref, c'est du troll, c'est de la merde, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps sur des trucs aussi pétés comme ça. 11BX1371. 11BX1371 était un ARG/projet artistique dirigé par Parker Warner Wright, qui fit le buzz en 2015, année de la sortie de la vidéo. La vidéo, d'une durée de 2 minutes, montrait comme protagoniste un homme habillé en docteur de la peste et montrait une série de codes cachés. En bref, la vidéo possédait plein d'easter eggs et d'autres codes, dont un par exemple, si on passait l'audio sous un spectrogramme, donc pour visualiser les sons, on pouvait trouver des images edgy as fuck et des messages tels que « Kill the President ». La vidéo avait été tournée en Pologne, dans un hôpital abandonné où les artistes avaient laissé une partie 2 sur place pour ceux et celles qui arriveraient à trouver l'emplacement du premier tournage. En bref, ces vidéos étranges sont devenues virales et ont permis la production d'autres suites comme partie d'un projet artistique. Donc non, pas d'invitation à un groupe satanique, ni des incitations au meurtre, juste un mec un peu perché qui a voulu faire des trucs. Et pour être franc, c'est un peu stylé en vrai. Normal porn for normal people. Alors, celle-là, elle est vraiment chelou. Il s'agirait d'une creepypasta d'un site internet portant le doux nom de Normal Porn for Normal People, qui est, n'en doutez pas, ni un site de porn, ni fait pour des gens normaux. En gros, il y aurait des vidéos présentes en format .avi qui iraient successivement vers le bizarre. La première vidéo, dénommée Peanut.avi, met en scène un couple dont la femme prépare un sandwich au beurre de cacahuète avant de le donner à manger à leur chien. Il y aurait une autre vidéo où un homme... ok, je sais pas si je devrais rire de ça. Un homme sans jambes qui essaierait de faire du breakdance, le tout en se faisant crier dessus par un mec hors champ, et encore une fois le tout dans la même cuisine que celle dans Peanuts.avi. Ouais, je vous avais dit que ce serait bizarre. Au final, la dernière vidéo de la playlist, et certainement la plus bizarre, serait celle d'une femme enfermée dans une pièce et bâillonnée, et où un homme fait rentrer dans la pièce un chimpanzé rasé et totalement peint en rouge. Après un moment, le chimpanzé se met en colère et fracasse la femme d'une manière particulièrement violente.
Ouais, je vous avais prévenu que ce serait ni du porn ni quelque chose de normal. Quant à la véracité du site ou des vidéos, eh bien je doute fort que ça soit vrai. Mais comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, si d'une manière ou d'une autre ça a vraiment existé sur internet, eh bien franchement je serais même pas étonné. J'aimerais lâcher quand même un gros big up à la chaîne de Poisson Lanterne Creepypasta pour sa traduction FR de la Creepypasta. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alan Tutorial. L'histoire d'Alan Tutorial est celle d'un jeune homme qui s'amuse à faire des tutoriels sur des trucs un peu lambda, comme par exemple comment ramasser une chaise bleue. Donc bien entendu des vidéos bien normales, des très bons enfants et... Oh putain, il est en train de péter un câble. Donc ouais, Alan Tutorial est une ARG et projet d'art mise au monde par Alan Resnick, qui a travaillé notamment avec Adult Swim dans un autre projet assez connu, Unedited Footage of a Bear. La chaîne d'Alan compte pas moins de 65 vidéos qui mettent en scène l'histoire d'Alan. Ah oui, disclaimer, ça devient très vite chelou, mais j'estime que ça vaut des tours si vous êtes intéressé. La chaîne d'Alan Tutorial sera dans la description de la vidéo. Agamemnon Counterpart. Ok, désolé pour le Nightmare Fuel. La vidéo d'Agamemnon Counterpart est spéciale, si ce n'est moins dire. L'histoire de cette cassette serait qu'elle aurait été trouvée quelque part au Japon avec les lettres ERPA écrites dessus, ERPA étant l'anagramme de rape, ou love en français, et que les cris présents dans la vidéo seraient ceux d'un homme qui se serait fait péloger par 2 criminels japonais qui n'auraient jamais été retrouvés, et l'histoire est fausse. C'est une creepypasta, c'est tout le temps du bullshit. Par contre, la vidéo en soi fut créée pour un concours d'artistes en 2001 par une team d'artistes, et franchement, bien joué les gars. Ah, et oui, les cris présents dans la vidéo sont juste des extraits d'un film français de 1975. DPR. Les lettres DPR peuvent faire référence à plein de trucs. Un groupe de musique, par exemple, porte ce nom, le Parti démocrate russe porte aussi ce nom, mais bien sûr, tous ces trucs n'ont rien à voir avec ce qu'on va parler. Les lettres DPR dans cet iceberg font référence à Dread Pirate Roberts, le fondateur du site The Silk Road. The Silk Road étant un site du dark web en point oignon qui se basait sur la vente de drogue et stupéfiants en ligne. Devenant de plus en plus célèbre depuis son ouverture dans les années 2010, le site passa rapidement dans la cible des autorités américaines, ainsi que celle d'Interpol. Le site fut fermé à 3 reprises, et aujourd'hui, même si le site en soi n'existe plus, il y a de fortes chances qu'une autre version améliorée du site soit en ligne au moment où je vous parle. Quant à Dread Pirate Roberts, il fut condamné en 2015 à une peine de réclusion à perpétuité. Roro-chan 1999. Bon, j'ai fait exprès de laisser cette dernière entrée vers la fin tellement cette histoire me déprime. Roro-chan 1999 était le pseudonyme d'une jeune fille japonaise de 14 ans qui se rendit célèbre pour les lives qu'elle faisait, la plupart du temps sous un masque. Elle commença à faire des lives en 2012 sur la plateforme de partage de vidéos japonaise Nico Nico, et la majorité de ces lives consistaient en elle jouant du piano, chantant ou parlant tout simplement à sa communauté. Au fil du temps, elle se mit à performer des cascades de plus en plus dangereuses dans ses lives, telles que de se tenir en équilibre sur le toit de son appartement, ou alors courir au milieu d'une route en plein trafic. C'est plus ou moins à ce même moment qu'elle se mit en tête l'idée de devenir une légende sur internet, même si elle devait mourir pour atteindre ce but. Le 24 novembre 2013, Roro commença un live relativement étrange où elle semblait être vraisemblablement stressée. Après un peu de temps, elle se dirigea vers le balcon de son appartement au 13e étage, avant de laisser paraître un « j'ai peur ». À ce moment, le chat du live est en panique, avec une partie suppliant de ne pas sauter, alors qu'une autre partie du chat, malheureusement majoritaire, lui défie de sauter en disant qu'elle n'oserait jamais le faire. Après quelques secondes d'hésitation, elle glisse finalement du balcon après avoir lâché un léger cri. La caméra avec laquelle le live était filmé tomba en arrière, restant sur le balcon. Après un court instant, le bruit sourd de son impact contre le sol peut être entendu. Son corps sans vie ne sera retrouvé que le lendemain matin, et il n'est pas possible de savoir avec certitude si elle est morte sur impact ou si elle prit plus de temps pour passer de l'autre côté. Son suicide n'eut qu'une légère couverture médiatique locale, et le live disparut dans les tréfonds d'internet pendant plusieurs années, l'histoire disparaissant légèrement au fil du temps.
Mais la tragédie ressortit de l'ombre en 2020 quand le groupe de musique japonais Shinsei Kamate-chan sortit un clip vidéo animé sur YouTube rendant hommage à Roro-chan, remettant sur la scène l'histoire de son suicide, la chanson recevant un grand succès. Grâce à cette nouvelle attention médiatique, l'histoire de Roro-chan fut remise en évidence, et beaucoup se mirent à rechercher son dernier live de 2013. Après plusieurs mois de recherche, il fut retrouvé le 14 septembre 2020 par un utilisateur de Reddit nommé Taoman Plays, qui le partagea sur la plateforme. Avec tous ces éléments, plusieurs pièces du puzzle qui était Roro-chan furent retrouvées, ou du moins réattribuées. Roro-chan était alors une jeune lycéenne troublée et se sentant vraisemblablement seule, ne recevant pas l'appui escompté de ses parents. Elle se tourna alors vers internet comme refuge jusqu'au jour fatidique. Depuis 2013, son compte Nico Nico fut suspendu et tout son contenu supprimé. Cependant, sa page Twitter tient toujours bon et sert de mémorial pour la vie d'une jeune fille qui se termina bien trop tôt. Fatalement, Roro-chan reçut ce qu'elle voulut. Elle devint une légende d'internet, en payant de sa vie. L'enfant et l'inondation, issu d'une vidéo d'Hugo Posey, entrée personnelle. Bon, afin de ne pas terminer sur une note aussi déprimante, surtout que ce n'est pas vraiment l'ambiance que j'aime amener sur ma chaîne, j'ai décidé de terminer ce troisième épisode avec une entrée personnelle un peu chelou. Alors oui, vous avez vu le titre et je sais ce que vous pensez. Colonel WhatsApp. Mais je vous jure que cette vidéo est un mystère qui me trotte dans la tête depuis facilement un an. Au moins, autour de l'année 2014 ou 2015, je sais plus, Hugo Posey, qui était au passage un de mes youtubeurs préférés, s'il te plaît Hugo, reviens, avait sorti une vidéo Essayer de ne pas rire, une parmi plusieurs autres comme il en faisait plein à l'époque, enfin bref, voilà, rien de bizarre. Cependant, dans la vidéo d'Hugo passa un court extrait d'environ 5 secondes qui mettait en scène une succession de photos et de selfies d'un jeune garçon. Cette succession s'interrompit quand les images passèrent de selfies de l'enfant à des photos de ce qui semblait être une inondation avec des barques flottant sur l'eau. Bref, dit comme ça, la vidéo n'a pas l'air ouf. Et c'est vrai, mais le truc qui m'avait vraiment surpris à l'époque, c'était la musique en arrière-plan. Bien entendu, vu que je ne trouve pas la vidéo, je ne vais pas pouvoir vous dire quelle était la musique. Mais si je dois la décrire du mieux que je peux, je dirais qu'il s'agissait d'une répétition d'une même mélodie qui prenait le ton d'une voix de femme disant yeah, 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 un truc du style yeah, yeah, yeah. Oh putain, merde. Bref, une mélodie commençant très doucement en allant de plus en plus fort jusqu'à ce que les images de l'inondation apparaissent. Ouais, c'est pas super clair, mais encore une fois, c'est parce que je ne sais pas m'expliquer. Afin de rendre tout ça un peu plus facile à assimiler, je vous propose une reconstitution très approximative de la vidéo que j'ai faite avec beaucoup d'amour. Bon, ok. Avant de sortir cette vidéo, je me suis bien entendu retapé l'intégralité de la playlist des Essayer de ne pas rire d'Hugo. Enfin, les vidéos qui étaient sorties entre 2014 et 2017. Et naturellement, je ne l'ai pas trouvé. Ce qui me rend particulièrement perplexe tout en sachant qu'il ne manque pas de vidéos sur la numérologie des épisodes. Ce qui me laisse croire qu'Hugo aurait soit supprimé l'extrait en question dans la vidéo, soit je sais pas, mais c'est quand même super bizarre. Avec le peu d'informations que j'ai, je peux donc vous donner ces indications. La vidéo était sortie entre 2014 et 2017 au grand max, mais je donnerais plutôt 2014. Hugo était seul sur la vidéo, ce qui nous permet d'exclure toutes les vidéos où il était accompagné. La réaction d'Hugo après la vidéo était exactement celle d'un what the fuck. Donc ouais, je sais, c'est bizarre comme entrée, mais j'ai vraiment besoin de savoir si cette vidéo a une signification derrière elle, ou si c'est juste un shitpost. Suite à quoi me viennent 3 théories. Numéro 1, soit il s'agit juste du garçon de la vidéo qui s'est amusé à faire un court métrage un peu chelou sur iMovie parce qu'il s'ennuyait. Numéro 2, soit l'histoire est un peu plus glauque et qu'il s'agirait d'une sorte de mémorial car le garçon aurait péri lors de l'inondation mise en avant à la fin de la vidéo. Certainement que je vais trop loin, mais c'est quand même possible. Numéro 3, soit que c'est juste moi qui ai inventé cette vidéo lors d'une crise de fièvre, expliquant le fait que je la trouve nulle part et que personne ne s'en souvienne. Mais je suis sûr qu'elle était là dans une des vidéos d'Hugo Posey. Donc voilà, étant donné le fait qu'Hugo a upload une tonne de vidéos depuis 2015, il est fort probable que je suis juste passé à côté de la vidéo en la recherchant à nouveau. L'autre possibilité étant qu'Hugo a juste supprimé la vidéo ou l'extrait pour je ne sais quelle raison. Alors si j'ai décidé de parler de cette entrée personnelle, c'est pour 2 raisons. Premièrement, j'ai besoin de savoir s'il est possible de retrouver la vidéo. Et deuxièmement, c'est pour savoir si quelqu'un a une explication derrière cette vidéo, parce que... je sais pas, mais la musique elle me hante encore aujourd'hui, elle était juste trop bizarre. Pour finir avec cette entrée, je souhaiterais juste dire que si vous vous souvenez aussi de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous avez n'importe quelle piste pour la retrouver, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un MP. En attendant, la chasse est ouverte. Voilà qui conclut cette 3e partie de la découverte de l'ultime iceberg de l'internet. Et damn, on est loin d'avoir fini. Oui, je sais, j'ai pris 4 mois pour sortir cette vidéo. J'ai aucune excuse, c'était juste un bon gros coup de flemme. Mais sachez que si je prends long à sortir cette vidéo, je n'abandonnerai pas le projet, parce que j'y ai juste mis trop d'efforts pour abandonner.
Et aussi parce que je n'ai pas envie de décevoir mon immense communauté de 112 abonnés. Quoi qu'il en soit, la prochaine partie risquera de sortir aussi dans pas mal de temps, mais elle arrivera dans 4 ans. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Bisous.